Bon, on va enchaîner sur l'ingénierie système. Alors, j'ai déjà fait une capsule sur l'ingénierie système, d'accord? Vous pouvez la visionner encore une autre fois pour avoir des informations sur cette ingénierie système. Mais pour aller plus loin, je vous conseille de lire la documentation produite sur cette ingénierie système par l'INCOS ou l'AFIS. Alors, à titre d'information, INCOS, c'est le Conseil international de l'ingénierie système. AFIS, c'est l'Association française de l'ingénierie système. Alors, avant d'aller plus loin au niveau de cette capsule-là, je vais parler de quelques chiffres qui sont significatifs pour introduire l'importance de cette ingénierie système comme démarche méthodologique de conception, d'accord, et de modélisation de systèmes techniques, et plus particulièrement les systèmes techniques qui sont complexes. Alors, en 1996, un organisme installé à Boston en Amérique a publié des données qui nécessitent une revue critique de la manière dont les projets industriels sont gérés à cette époque-là. Alors, quelques chiffres qui sont significatifs. Alors, 16% des projets sont terminés dans le respect du cahier de charges fonctionnel. 31% des projets n'aboutissent à aucun résultat. 45% des projets ont un dépassement budgétaire de plus de 50%. 57% des projets ont un retard de plus de 50% au niveau de la finalisation de ces projets-là. Alors, ce qui pose problème, ou bien tout simplement ces chiffres-là montrent que le problème réside dans la définition du projet, c'est-à-dire que les projets ne sont pas bien définis, alors ce qui justifie la mise en œuvre d'une démarche de réflexion et d'étude plus rigoureuse. Donc c'est l'objectif de l'ingénierie système. Alors si on veut donner une définition de l'ingénierie système, alors l'ingénierie système est une approche interdisciplinaire. Alors le but de cette ingénierie système, c'est de formaliser et d'appréhender la conception de systèmes complexes avec succès. Donc, les systèmes de nos jours, ils sont devenus de plus en plus complexes. Alors, le but donc de l'ingénierie système est d'analyser les échecs antérieurs afin d'apporter des solutions pour éviter qu'ils ne se reproduisent plus. Alors, par exemple, au niveau des 16%, au niveau des 31% par exemple des projets qui n'aboutissent à aucun résultat, donc l'objectif de l'ingénierie système, c'est essayer d'étudier pourquoi ces projets n'aboutissent à rien, d'accord? Essayer d'analyser ces échecs, d'accord? Afin d'apporter des solutions pour éviter que ces échecs se reproduisent dans l'avenir. Alors ça d'une part, et d'autre part, on est face à une démarche de conception, à une démarche d'ingénieur. De quoi? À une démarche de conception d'un produit. Donc ce produit est destiné à un client, donc le client doit être présent dans l'esprit de l'équipe chargée à conduire cette démarche. D'accord? On est en train de conduire une démarche de conception d'un produit pour satisfaire le besoin d'un client. Donc, il faut que le client soit présent au fur et à mesure de cette démarche de conception, d'accord? Puisqu'il faut satisfaire les attentes de ce client-là. Alors, la première action qui doit être pensée de manière concise et précise, c'est définir clairement et précisément ce que le client attend du produit, afin tout simplement que la solution technique conçue, produite et mise en vente
au final, correspondent au maximum aux attentes du client. Donc la définition de l'attente du client est formalisée dans un document normalisé, vous le savez déjà. Ce document normalisé, ce n'est que le cahier de charge fonctionnel. Donc tout simplement, on dit que les attentes du client sont modélisées par le cahier des charges fonctionnelles. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'ingénierie système, puisque c'est une démarche méthodologique de conception, d'accord, il repose sur des outils de modélisation. Alors, et là, on a travaillé jusqu'à présent avec les outils de modélisation de l'analyse fonctionnelle, à savoir la Betacorn, Pieuvre, SADT, FAST, GraphSet, etc. Donc, avec la complexité des systèmes, alors ces outils de la modélisation ne vont plus avec la complexité des systèmes-là. Il est donc nécessaire de réfléchir à un langage plus performant, d'accord, pour modéliser ces systèmes complexes. Alors, la définition du cahier de charge au niveau de cette nouvelle vision d'ingénierie système repose sur l'exploitation, par exemple, d'un nouveau langage de modélisation, à savoir le langage SysML. Alors, et pour écrire un cahier de charge en langage SysML, alors, on a deux diagrammes à établir, le diagramme de cas d'utilisation, d'accord, et le diagramme des exigences. Alors, je vais commencer par le diagramme de cas d'utilisation et je vais adopter le plan suivant. Donc, je vais partir d'une situation problème pour déclencher tout simplement votre intérêt pour découvrir cette notion de cas d'utilisation. Puis, je présenterai une approche comparative avec ce que nous avons fait depuis 2002 et je terminerai par un exemple d'application avant de conclure. Alors, vous avez ici votre situation problème. Bonjour à tous, j'ai demandé à Banggood s'il pouvait m'envoyer un petit accessoire dont je vais avoir besoin parfois dans mes vidéos de présentation. C'est tout simplement un plateau rotatif électrique. Ce genre d'appareil, on le retrouve dans les vitrines, par exemple, pour représenter des bijoux ou même un beau gâteau. Mais moi, je m'en servirai probablement dans certaines de mes futures vidéos quand j'aurai à vous présenter des nouveaux articles. Ça vous permettra d'avoir une vision en 360 degrés de l'objet. Ce plateau rotatif peut s'alimenter de deux façons, soit avec un câble USB, soit sinon à l'intérieur, on peut mettre une grosse pile. On peut le faire tourner dans les deux sens de rotation, sens horaire ou sens anti-horaire, grâce à ce petit bouton qui est là. Il a trois positions: arrêt, sens horaire, sens anti-horaire. Pour ceux que ça intéresse, soit pour chez eux, soit pour présenter des choses en vidéo, soit pour une vitrine en magasin, je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien qui vous enverra sur ce produit sur le site de Banggood. Le système qui nous intéresse donc est le plateau tournant, mais nous n'allons pas chercher ce plateau sur le lien indiqué sur la vidéo, mais nous allons conduire une démarche d'ingénierie système pour concevoir et réaliser un plateau tournant automatisé qui répond à nos exigences didactiques et pédagogiques. Pour cela, on commencera par modéliser la fonction d'usage de notre plateau et par conséquent élaborer son diagramme de cas d'utilisation. Nous allons donc modéliser la fonction d'usage du plateau tournant par le diagramme de cas d'utilisation SysML. Attention, le plateau tournant ne doit pas faire l'objet d'un cours à dispenser aux élèves. Il s'agit d'un support didactique qu'il faut exploiter pour faire acquérir à vos élèves des connaissances technologiques et des techniques d'ingénierie système. Quelles sont donc les considérations didactiques et pédagogiques
qu'il faut prendre en considération pour mener une démarche d'ingénierie système avec vos élèves en classe. Votre projet doit être simple puisqu'il s'agit d'une initiation à la technologie qui a pour objectif de stimuler tout simplement une éducation technologique permettant aux élèves de comprendre leur environnement. On parle donc d'un PSE, projet simple encadré. Pour cela, il faut respecter les finalités et les objectifs administrés par le programme de technologie. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, préciser le contexte d'utilisation de votre plateau tournant et enfin, préciser les fonctionnalités et les contraintes à respecter pour votre système plateau tournant. Il faut donc énoncer la fonction d'usage de votre système et énumérer les fonctions de contrainte à respecter. On doit répondre avec rigueur aux questions suivantes. Première question, pourquoi? Alors la réponse à cette question nous permet d'énoncer la fonction d'usage de notre système. Deuxième question, à qui rend-il service? Ce qui nous permet d'identifier l'acteur qui va bénéficier de ce service à travers la fonction d'usage. La dernière question, sur quoi agit-il? Eh bien, tout simplement, la réponse à cette question nous permet d'identifier la matière d'œuvre qui représente un deuxième acteur participant à la bonne concrétisation de la fonction d'usage. La réponse aux questions pourquoi, à qui le système rend service et sur quoi agit-il nous permet d'énoncer la fonction d'usage de notre système plateau tournant. On remarque donc qu'au niveau de l'écriture de la fonction d'usage, on met en évidence les informations suivantes. Le nom du système, le nom de l'acteur qui bénéficie du service rendu par le système, le nom de la matière d'œuvre sur laquelle le système apporte des modifications et donc la valeur ajoutée par le système sur cette matière d'œuvre. Alors en conclusion, la fonction d'usage représente le cas d'utilisation du système qui n'est autre que présenter les produits de manière attractive. Pour représenter ce cas d'utilisation, on utilise un diagramme de cas d'utilisation 6ML. À l'intérieur d'un rectangle qui représente le système et qui délimite sa frontière, on place le cas d'utilisation sous forme d'une ellipse. Et des deux côtés, droite et gauche, on place nos acteurs avec une liaison d'association avec l'ellipse. On a donc modélisé la fonction d'usage du système par un diagramme de cas d'utilisation 6ML. La liaison d'association signifie tout simplement que les acteurs participent à la fonction d'usage. Pour l'acteur nommé utilisateur, dans notre cas, peut être le professeur ou l'élève. On peut donc les représenter sur le diagramme de cas d'utilisation en utilisant une deuxième liaison appelée liaison de généralisation. On a donc vu jusqu'à présent deux types de liaisons, à savoir la liaison d'association et celle de généralisation. Comme pour le dessin technique, les diagrammes 6ML sont représentés dans un cartouche avec les identifiants suivants. Alors par exemple pour le diagramme de cas d'utilisation, UC, en anglais Use Case, qui signifie cas d'utilisation. Ce diagramme représente un modèle qui est identifié aussi par un acronyme. Il faut savoir que la complexité des systèmes d'aujourd'hui nous donne évidemment des systèmes à plusieurs cas d'utilisation. Alors, on prend par exemple le téléphone portable. On peut communiquer et c'est donc le cas d'utilisation principal qui n'est autre que sa raison d'être. On peut l'utiliser comme réveil,
comme montre, comme bloc-notes par exemple. Mais dans notre cas, et dans l'objectif de mettre à la disposition de nos élèves des diagrammes simples à lire et à exploiter pour faire ressortir des informations utiles et utilisables, on doit se limiter à un seul cas d'utilisation, et ce cas d'utilisation, c'est la fonction d'usage du système. On a un diagramme de cas d'utilisation très simple. Alors il faut faire attention. Alors en technologie collège, on ne demande jamais à un élève d'élaborer un diagramme 6ML. C'est un document qu'il faut mettre à sa disposition pour des fins d'exploitation seulement. Alors une simple approche comparative nous permet de retrouver la totalité des informations liées à l'aspect fonctionnel de notre système. En comparant les résultats liés à l'activité de l'analyse du besoin, qu'on a toujours fait depuis 2012, et les résultats obtenus à partir du diagramme de cas d'utilisation. Mais il faut faire attention. Ne jamais dire que le diagramme de cas d'utilisation est l'équivalent de la bêta-corne ou du diagramme Pierre. On donne ici un exemple pour bien illustrer davantage cette notion de cas d'utilisation. Il s'agit donc de réaliser un robot pour participer à une course de robots. Donc le seul cas d'utilisation, ici s'écrit « compétir à une course de robots ». Vous avez remarqué qu'on commence toujours par un verbe d'action à l'infinitif pour écrire le cas d'utilisation. En conclusion, le diagramme de cas d'utilisation nous permet d'énoncer le besoin, c'est donc formaliser la fonction d'usage du système, de préciser les acteurs qui participent à ce cas d'utilisation. Alors attention, le système ne doit pas faire l'objet d'un cours, mais il faut l'exploiter en tant que support didactique. Pour dresser un diagramme de cas d'utilisation destiné à nos élèves du collège, il faut se limiter à un seul cas d'utilisation en faisant appel à la liaison d'association et, si cela est nécessaire, la liaison de généralisation. Merci et à la prochaine capsule.